Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on se retrouve après les fêtes. On continue les différents cycles de cours qui ont repris déjà hier dimanche. Et ce soir, on retrouve Georges Spira. Et si je ne me trompe pas, on est au deuxième épisode sur les Juifs de Tunisie. Bechavod. Tu te trompes pas, Johan. Tu te trompes pas. Effectivement, bonsoir tout le monde. Et ben, on va parler des Juifs de Tunisie ce soir, et pas seulement ce soir, il y en a pour un bon moment. Mais d'abord, d'abord, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour tout le monde. Elles se sont joliment terminées avec la libération de nos otages, au moins ceux qui sont encore en vie. Ça a été quand même un grand soulagement pour tout le monde, quelles que soient les opinions. Cela dit, l'affaire n'est pas terminée, loin de là, mais ça a été quand même un grand, grand soulagement pour tout le monde et on est content. Voilà, alors carnet de famille, si on ne me transmet pas, je ne sais pas grand-chose. J'ai juste quelque chose à vous dire et ça fait plaisir. C'est nos amis Shoshana et Michel Kozinski sont devenus grands-parents d'un petit-fils. Donc Mazel Tov, et la Mila a eu lieu la semaine dernière, mercredi. Mazel Tov à eux. Voilà, eh ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et puis, pour vous remettre un petit peu dans le bain, je vais faire un résumé un tout petit peu plus détaillé pour que vous sachiez où on en est. Donc, on a parlé des Juifs de Tunisie, de leur origine dans l'Antiquité. C'est avéré qu'il y avait des Juifs en Tunisie dès la destruction du premier temple en moins 586, mais probablement déjà avant, à l'époque de Carthagène, donc par le truchement des Phéniciens qui faisaient du commerce depuis le Liban, les Phéniciens c'est le Liban, jusqu'en Tunisie. Ce qu'on a comme renseignement sur une présence de Juifs, on le doit presque exclusivement à un historien qui s'appelait Tertullien, qui est un historien chrétien de Carthagène, qui a vécu au IIe siècle. Donc, c'est une mémoire transmise, c'est à peu près tout ce qu'on a comme élément vraiment concret. On a peu de documents parce que notamment lors de la conquête de Carthage, Rome a détruit la ville complètement. Vous connaissez l'épisode du sel qu'ils ont fait répandre sur Carthage. Ça se passe en moins 146. Mais il y avait des Juifs à Carthage, ça c'est clair, c'est attesté, notamment par des auteurs grecs et des auteurs romains. Là, on n'est plus avant la destruction du deuxième temple, du premier temple, on est beaucoup plus proche de la destruction du deuxième temple, moins 146. Les Juifs sont compatibles avec la population de Carthage parce qu'ils sont polythéistes, évidemment, ce sont des idolâtres, mais ils ont par-dessus leur panthéon de dieux un dieu supérieur qui s'appelle Baal Hamon, et donc, il n'y a pas, évidemment, aucune concordance entre le judaïsme et puis cette religion polythéiste, mais il y a quand même cette notion d'un Dieu au-dessus chez eux, un Dieu un petit peu différent. Voilà. Donc, il y avait une compatibilité possible, une coexistence possible entre les deux populations. On a des preuves quand même tangibles, des preuves en architecture de la présence de juifs en Tunisie dès le 5e siècle avant l'ère chrétienne, notamment sur la côte à Utique, à Carthagène, à Adrumet. Adrumet, c'est Sousse. Alors là, vous avez une carte où on voit à peu près, on voit un petit peu quelque chose. Vous pouvez situer, ou je ne sais pas si vous voyez, là On vous voit avez la bien. côte. Et tout le long de la côte, donc, les Juifs se sont installés, Carthagène étant l'actuelle Tunis. C'est juste à côté de Tunis, donc au nord de la Tunisie. Voilà. Alors, il y a des mythes et des traditions concernant cette communauté juive de Tunisie, pardon. Je vous ai parlé de l'histoire de Djerba. Alors, Djerba, ça aussi, il faut que vous le situiez géographiquement. Djerba, c'est cette île ici. C'est une île. Voilà. Elle est au large de la Tunisie. C'est donc vers le sud de la Tunisie. C'est au large, c'est séparé du continent. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc, je vous ai parlé de Djerba et d'une île où il y a beaucoup de Kohanim. Et c'est attesté par des livres et également par des vérifications plus contemporaines.
Et nous avons parlé de la griba, évidemment, la griba. Alors, la griba aurait été construite à l'emplacement de la cabane d'une jeune fille qu'on avait vue considérée comme une sainte et qui est morte brûlée, sauf que son corps était intact. Et la griba était construite sur son emplacement. On dit aussi qu'il y a une pierre du Beth Amikdash qui a été rapportée lors de la destruction du premier temple et qui est enchâssée dans les murs de la griba. Et je remercie Daniel Arbel qui m'a communiqué une autre tradition, une autre légende qui est jolie. Alors je vous la rapporte rapidement. On dit que les portes du premier Beth Amikdash, du premier temple, sont arrivées, comment je ne sais pas, jusqu'à la mer, ont vogué dans la mer et sont arrivées à Djerba et ont servi pour construire la porte d'entrée de la Griba. Alors c'est une jolie légende aussi et je voulais vous la rapporter, elle me vient de Daniel Arbel. Il y a des traditions spécifiques à Djerba dont je vous ai parlé, notamment un kidouche de Pessah particulièrement long, des lectures spécifiques pour certains jours, des traditions qui sont d'ailleurs communes à certains juifs du Yémen et du Tafilalet. Donc, quelques originalités propres à Djerba. Il y a également à Djerba un pèlerinage qui continue encore aujourd'hui à l'Akba Omer. Et je vous ai raconté qu'on amenait une menorah montée sur roulette parce qu'elle est très lourde et qu'on l'amène en procession dans la ville. Je vais aussi raconter l'histoire de cet œuf que les jeunes filles à marier déposaient à l'emplacement où cette jeune fille serait décédée et qu'un an après, dans l'année à venir, elle serait évidemment mariée grâce à l'intercession de cette jeune fille. C'est aussi, et c'est à noter, un lieu saint pour les musulmans. Ce qui n'empêche qu'il y a eu une série d'attentats à Djerba, dans l'époque contemporaine. Là, on parle de 1985, 2002, 2023. Et ça a fait quelques dizaines de morts. C'est quand même, c'est pas des petits attentats. Voilà. Mais pour autant, c'est un lieu saint pour les musulmans. Comme quoi, il y a toutes sortes de musulmans aussi. Après la chute de Carthage en moins 146, dominée donc par les Romains, on entre dans la période romaine qui est beaucoup, beaucoup plus documentée, évidemment. Et déjà, on voyage dans l'Empire romain, comme c'est un empire, il y a une possibilité de se déplacer, de voyager. Des Juifs d'Alexandrie en Égypte viennent en Tunisie, à Sousse, à Carthagène, à Gabès. On a trouvé des pierres tombales euh, sur ces différents sites avec des inscriptions en hébreu, en grec et en latin. Alors ça, c'est intéressant, ça montre que ce sont des gens cultivés, puisqu'ils parlent plusieurs langues, et que ce n'est pas obligatoirement l'hébreu qui est leur langue la plus connue, la plus courante. Voilà. Et puis, on a trouvé les restes d'une synagogue dans une ville qui s'appelle Hamamlif, qui s'appelle aujourd'hui Naro, une synagogue datant du IIIe siècle. Donc tout ça, ça nous montre une présence vraiment très ancienne. Les Romains vont dominer Carthage, la Tunisie en règle générale, de moins 146 à plus 429. Donc nous avons vu que dans une première période, les Juifs s'entendaient très bien avec les habitants de Carthagène polythéistes, idolâtres, et là, eh bien, ça continue à bien fonctionner avec les Romains pendant un certain temps. Ils dominent donc la Tunisie, pas exactement la Tunisie d'ailleurs, qu'on appelle Ifriqiya. Ifriqiya, c'est la Tunisie, un petit bout de l'Algérie et un petit bout de la Libye, ou presque toute la Libye d'ailleurs. Et donc les Juifs sont prospères, bien implantés et libres, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre batédinim, ils peuvent pratiquer leur tradition, il y a une tolérance religieuse très large, ils peuvent pratiquer la Mila, la Kashrut, Shabbat, etc. Ils sont dispensés, ça c'est intéressant, du culte impérial. Ça c'est vraiment un avantage qu'on leur donne en tant que juifs, dispensés du culte impérial parce que ce serait une divinité. Par contre, ils doivent payer le fiscus judaicus, c'est-à-dire un impôt spécifique qui ne concerne que les juifs. Ça, c'est la première partie de l'Empire romain tant qu'il est idolâtre. Sauf que l'Empire romain va basculer dans le christianisme,
le christianisme va être déclaré religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, au début du IVe siècle, et là, tout va changer pour les Juifs. Ils sont toujours tolérés, mais marginalisés. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'interdictions qui vont les frapper. Interdiction de convertir un chrétien au judaïsme, un esclave chrétien, parce qu'on a beaucoup d'esclaves à l'époque. C'est une interdiction qui date de 315. En 339 sont interdits les mariages mixtes. Donc pour nous, ils l'étaient probablement avant aussi. Mais de notre part, là, ils sont interdits de par une décision des chrétiens. Et, plus important, les Juifs sont exclus de la fonction publique en 425. Carthagène, à l'époque, Carthage, pardon, est un des premiers centres chrétiens africains. Donc quelque chose d'important. Et à partir de Carthage, Tunis, si vous voulez, le christianisme va rayonner vers tout le Maghreb. 439, il y a un changement. Ce sont les Vandales qui vont conquérir l'Ifriqiya. Donc, grosso modo, un siècle, 439-534, un siècle à peu près. Et là, ça c'est intéressant, les Vandales sont des chrétiens, mais des chrétiens arianistes. Donc c'est une dissidence du christianisme, considérée d'ailleurs comme une hérésie. Le résultat, c'est qu'ils persécutent les chrétiens romains, mais sont très tolérants à l'égard des juifs. Inversion des conditions des juifs de par des chrétiens, mais des chrétiens qui ne relèvent pas de Rome. Voilà, alors ça dure un siècle à peu près, 439-534. 534-647, nouvel empire, mais là c'est l'empire byzantin. Et l'empire chrétien byzantin, qui va conquérir l'Ifriqiya, leur chef c'est le général Bélisaire, et les orthodoxes byzantins sont beaucoup plus intolérants. Tout bascule là pour les juifs. La législation est de plus en plus restrictive. Il leur est interdit de construire de nouvelles synagogues et parfois d'anciennes sont même converties en églises. Ils sont obligés de lire la Torah en grec dans la traduction de la Septante, donc pour être sûr de ce qu'ils disent. Évidemment, interdiction de faire des mariages mixtes, interdiction de convertir au judaïsme. Ils sont exclus de l'administration, de la justice, de l'armée. Ils sont frappés par des impôts spécifiques pour les juifs. Ils n'ont pas le droit de témoigner contre un chrétien. Vous connaissez toutes ces lois, on les a vues en Espagne, on les a vues en Allemagne, on les a vues en France. On retrouve toujours les mêmes schémas dans l'antisémitisme. L'étude du Talmud est interdite, ça c'est beaucoup plus important là, et nous allons en reparler. Ils sont souvent obligés de suivre des sermons qui sont donnés par des chrétiens dans les synagogues. On a vu ça en Europe aussi. Et parfois même, on a assisté à des conversions forcées. Pas très souvent, il faut le dire. Cela dit, l'intolérance des orthodoxes est telle qu'il y a des soulèvements dans le pays, pas seulement des juifs, mais également des berbères, et notamment dans la campagne et dans le sud du pays et dans les montagnes. Sauf que ces soulèvements vont être très durement réprimés, très violemment, et dans toute cette ambiance antisémite des orthodoxes, les communautés juives vont survivre. Beaucoup de juifs iront à Djerba, puisque c'est une île et qu'elle est donc isolée du continent, et vers le sud de la Tunisie. On étudie le Talmud en secret, et ce qui est très intéressant par contre, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres épisodes, on commence à enseigner le Talmud par cœur. On mémorise les textes au cas où on nous prendrait nos livres. N'oubliez pas, à l'époque, tout est manuscrit, il n'y a pas d'imprimerie. Au cas où on nous prendrait nos livres, les textes sont connus par cœur. On divise une page ou une macérette entre plusieurs élèves et chacun apprend une page. C'est pas une page de Talmud, excusez-moi, pas encore. C'est surtout des prières, des tfilotes, et essentiellement des tfilotes. Quelques pages quand même de Tanakh aussi. Talmud, c'est autre chose.
Et puis, l'Empire byzantin va s'effondrer parce qu'il est extrêmement étendu, très mal géré, très corrompu, et qu'il a réussi à dresser contre lui toutes les populations qui ont été conquises. Et l'Ifriqiya, notamment la Tunisie, va tomber dans le giron de l'islam. Nous sommes là donc au milieu du 7e siècle. Si je résume, pour que ce soit à peu près clair, nous avions une période païenne à Carthage qui était extrêmement tolérante avec les Juifs, suivie de l'Empire romain païen qui était toujours encore tolérant, suivi de l'Empire chrétien romain, là, beaucoup moins tolérant, suivi des Vandales qui vont être très tolérants, et donc les Juifs vont se développer, et on termine par l'Empire byzantin, qu'on peut pratiquement catégoriser comme raciste. Nous en étions là. Ça va? C'est pas trop rapide? On peut y aller. Alors, on va continuer. Donc, euh, on a préparé le terrain pour la conquête par l'islam. La conquête par l'islam se subdivise en deux périodes. Une première période, la période islamique, je dis bien islamique, pas islamiste, il y a une nuance, qui s'étend du 7e au 16e siècle, donc 9 siècles. C'est une période très longue. Et une deuxième période, c'est la période hafside et ottomane, qui va du 16e au 19e siècle, même début du 20e, 19e. Alors, on reprend la première période islamique du 7e. Alors, d'abord, au 7e et au 8e siècle, donc cette période s'étend sur 9 siècles, hein, du 7e au 16e siècle. Très longue période. La conquête du Maghreb, et notamment de l'Ifriqiya, va s'étendre du 7e au 8e siècle, et elle verra immédiatement l'instauration pour les non-musulmans du statut de dhimmi. Ce statut, vous le connaissez, il concerne les peuples du livre, donc les chrétiens et les juifs, qui ont le droit de vivre en terre d'islam, mais avec des conditions restrictives et comme éléments protégés. Protégés, ça veut dire qu'il y a des conditions restrictives. En 647, nous sommes là après la Sphira, on est dans la période l'époque moderne. Il y a les premières incursions en Ifriqiya à l'époque du califat omeyyade. Le califat omeyyade s'étend de 698 à 750. C'est la première dynastie, si vous voulez, de l'islam qui est relativement tolérante. Relativement. Toujours modérer les propos. Carthage tombe en 698 et la région tombe sous le contrôle musulman. La communauté juive était déjà présente, nous le savons, et elle est intégrée à l'ordre islamique. Ça, c'est donc la norme dans les conquêtes de l'islam. Elle est intégrée, mais donc avec ce fameux statut de dhimmi, al-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, que je vous ai dit tout à l'heure, chrétiens et juifs, sont tolérés comme minorité religieuse. Mais, alors il y a un certain nombre de conditions. Il faut payer la jizya, c'est une capitation, c'est un impôt par individu, et le kharaj, qui est un impôt foncier, que ne payent pas les musulmans. Une arnona, si vous voulez. On n'a pas le droit de porter d'armes, ni de monter à cheval. On peut monter des mules, des ânes, mais pas des chevaux. Les juifs et les chrétiens aussi doivent vivre dans des quartiers séparés, porter des signes distinctifs, ça peut être la couleur du manteau, la couleur du turban, pour qu'on les distingue, tout simplement. Ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles synagogues. Ça, c'est la liste des interdictions. Et puis, il y a ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, ils ont le droit de pratiquer leur religion. Ils ont le droit de posséder des biens. Je parle du statut de dhimmi tel qu'appliqué en Tunisie. Il y a d'autres régions, ce sera appliqué différemment avec d'autres lois complémentaires.
savez que ce statut de dhimmi a été appliqué avec plus ou moins de rigueur selon les périodes, selon les endroits, selon les rois. Donc, ils ont le droit de pratiquer leur religion, de posséder des biens, de faire du commerce. Ils ont le droit de garder leurs tribunaux internes. C'est intéressant quand même pour les problèmes familiaux. Ils ont le droit de posséder des terres. Ce n'est pas toujours le cas. Et ils ont le droit de circuler sous certaines conditions plus ou moins restrictives. Donc, ce statut de dhimmi, statut d'infériorité et de soumission, par contre, leur garantit la sécurité physique et la liberté religieuse. Voilà, ce sont des conditions, des restrictions, des droits et une protection. Et cette protection se paye avec des impôts, etc. Voilà, alors, on connaît à l'époque de la conquête musulmane la présence de juifs dans plusieurs endroits, à Carthage sur la côte, donc Tunis, pour faire simple. Carthage avait une communauté depuis très longtemps, nous l'avons vu, et probablement déjà à l'époque des Phéniciens, c'est-à-dire avant la destruction du premier temple. Ça remonte très très loin, ça fait au moins 700, 750 ans avant la Sphira. Ça fait loin. Ils travaillent dans le commerce maritime, c'est logique. Et puis, il y a des Juifs, évidemment, dans l'île de Djerba, ça nous l'avons vu, qui ont conservé d'anciens rites. Et puis, on va parler maintenant d'une ville très importante qui s'appelle Kairouan. Alors, on va tout de suite la situer sur la carte. Kairouan, j'espère que vous voyez, voilà. Kairouan, c'est ici, c'est entouré en rouge. Voilà Kairouan. Et Kairouan, c'est une étape très importante dans l'histoire juive. On y vient tout de suite. Alors, Kairouan est fondé en 670, donc vous voyez tout de suite après la conquête, par le général Okba ibn Nafi. Général Okba ibn Nafi, d'ailleurs, il y a une très grande mosquée à Kairouan, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, qui porte son nom, qui date du 7e, construite entre le 7e et le 10e siècle, et qui existe toujours, qui est parfaitement entretenue. On en parlera tout à l'heure. Donc, Kairouan, fondée en 670, c'est une nouvelle ville, devient très vite importante sur le plan militaire et religieux. Les Juifs s'y installent tout de suite, dès la fin du 7e siècle, très rapidement, et pratiquent le commerce, la médecine, l'artisanat et la diplomatie. On va voir tout ça pourquoi. Les médecins juifs sont très recherchés, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un scoop, et pratiquent même la médecine, sont les médecins attitrés de beaucoup de musulmans. Et de la cour, évidemment, de la cour. Le réseau de juifs en Méditerranée. Alors voilà qu'on commence déjà, on est là au 7e siècle, on parle de réseau, parce qu'il y a des communautés un peu partout. Il y en a en Italie, il y en a un petit peu dans le sud de l'Espagne, pas encore beaucoup, mais il y en a. Il y en a en Gaule. Et donc, il y en a même au Maroc, il y en a en Algérie. Et donc, il y a des juifs un peu partout disséminés. C'est un véritable réseau dont vont se servir les musulmans et les juifs pour faire leur commerce. Donc, un réseau bien maillé dans toute la région. Ce sont de bons artisans en joaillerie, en verrerie et en cuir. Et ils sont aussi interprètes entre les langues locales, ça c'est une particularité, et le grec, le latin, le berbère et l'arabe. Donc les juifs sont polyglottes et c'est quelque chose qui les aide beaucoup dans leur rapport avec l'occupant ou le maître musulman. Ils servent les Omeyyades en médecine, nous l'avons vu, et en services financiers. Là aussi, pour une question de relations dans tout le bassin méditerranéen. Et puis, il faut noter que pendant cette première période, il n'y a pratiquement pas eu de pogrom. Les Juifs étaient tranquilles pendant un long, long moment. Alors, le judaïsme, pendant ce temps, il est guidé par des rabbins.
des rabbins qui sont en relation avec les yeshivot de Babel, de Babylone. Surah Pompédita, qui leur indique ce qu'il faut faire, leur donne des tchouvot, etc. Donc il y a des échanges épistolaires, on voyage et donc on ramène des renseignements. C'est un judaïsme vivant, mais qui n'a pas de yeshivot. On est là au début de Kérouan. L'hébreu est la langue des prières, mais au quotidien, la langue qu'on utilise, c'est le berbère, le latin ou l'arabe. Et puis là aussi, on a peu de documents. Et ce que je vous ai raconté jusque-là repose essentiellement sur les chroniques arabes de Ibn Khaldoun. Alors lui, on en a déjà souvent parlé quand on a parlé du Maroc. Il est un tout petit peu postérieur, mais il rapporte ce qu'il a entendu, des récits à peu près vrais, et tout repose là-dessus. Donc ça repose sur les témoignages d'Ibn Khaldoun et puis également d'un certain nombre de traditions orales. En résumé, le début de l'islam en Tunisie est une période de transition et d'adaptation pour la communauté juive et la communauté musulmane va transformer notamment Kérouan en un centre religieux excessivement important. Alors après cette période des Omeyyades, nous arrivons à la dynastie des Aghlabides, une dynastie qui va durer une centaine d'années, très tolérante, très ouverte. Alors, on ne parle pas des Aghlabides en Espagne. On a fait l'Espagne en long et en large. On n'a jamais parlé des Aghlabides. On a parlé des Omeyyades, on a parlé des Almohades, des Almoravides, mais jamais des Aghlabides. C'est une espèce de groupe autonome, local, inféodé, notamment à la Syrie, à Damas, au califat de Damas. Alors, c'est cette période-là, 800, 900 et un petit peu plus loin encore, jusqu'en 950, qui verra l'extraordinaire développement de Kérouan, notamment cette fameuse mosquée Okba ibn Nafi. Alors, cette mosquée, on a commencé à la construire en 670, tout de suite. C'est un petit truc, pas grand-chose. Et puis les Aghlabides vont la développer, vont en faire un monument très très beau, qui va être encore développé un peu plus tard. Et la mosquée qu'on voit aujourd'hui a été achevée grosso modo vers l'an 900, 970 à peu près. Elle est parfaitement entretenue, elle est inscrite à l'UNESCO, etc. C'est un très 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 beau, très grand monument. Mais c'est un monument qui montre aussi le prestige de Kérouan dans le monde musulman. Kérouan est un centre prestigieux de l'islam. La ville est une capitale intellectuelle, religieuse et commerciale. La mosquée fait aussi office d'université. Et Kérouan est une ville qui va être terriblement développée dans tous les domaines. Ça, nous allons vraiment l'aborder un peu en détail, c'est important. Alors, c'est une époque essentielle dans l'histoire des Juifs de Tunisie, puisque ces Aghlabides, qui sont un émirat autonome, si vous voulez, suzerain du califat abbasside pardon, pas de Damas, de Bagdad, posent Kérouan comme sa capitale. Capitale donc de l'Ifriqiya. Tunisie, un petit bout de l'Algérie et la Libye. Les Juifs sont dhimmis. Ce statut, il est inhérent au fait qu'ils ne soient pas musulmans, mais appliqué avec beaucoup de souplesse. Cette dynastie qui a été fondée par Ibrahim ibn al-Aghlab, je ne retenais pas le nom, c'est pas très dramatique, mais c'est une dynastie réputée pour sa tolérance religieuse à l'égard de toutes les religions monothéistes quand même. C'est une période d'intégration économique et intellectuelle, et les Juifs se sentent bien à Kérouan. Ils sont actifs dans le commerce,
Alors, comme vous allez bondir, mais c'est comme ça, à l'époque, nous sommes quand même au 8e, 9e siècle, il y a longtemps, actifs dans le commerce de l'or, dans le commerce des esclaves, c'est comme ça, dans le commerce des épices, et notamment dans un commerce transsaharien. Alors ça, nous l'avons vu quand on a parlé du Maroc, par l'Atlas marocain. Eh bien, quand on est en Tunisie, on n'en est pas tellement loin, et il y a un commerce qui s'établit entre le sud de l'Italie et Livourne, par tout le Maghreb, et on arrive dans l'Atlas marocain, et plus loin vers le Sahara. Tout ça, nous l'avions déjà vu. Euh, Ils font du commerce également avec l'Égypte, l'Italie, la Palestine et jusqu'en Inde. On est au 9e siècle. Donc, vous voyez l'esprit d'entreprise qu'ont les Juifs, pas seulement d'ailleurs, mais qu'ils ont pour leur commerce. Il y a des artisans, des médecins, des banquiers, des administrateurs. Et là, de nouveau, comme ils sont polyglottes, ils sont médiateurs culturels, ils entretiennent des ambassades, donc ils représentent les musulmans ou l'ifriqiya dans certaines régions, et ils sont également commerçants avec l'Occident latin. Donc, nos juifs, là, sont en train de faire le lien entre l'Occident latin, oui, c'est tout nouveau, ça. Il n'y avait pas beaucoup de relations jusque-là. L'Orient musulman et l'Afrique subsaharienne, vous voyez que le champ de leur activité est extrêmement large. Et comment est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien, on a une source de renseignement qui est absolument inépuisable, c'est la Geniza du Caire. On a trouvé tellement de documents, et notamment beaucoup de documents relatifs au commerce des Juifs de Kérouan dans cette époque du 9e, 10e siècle. Ah, manque de chance, les Fatimides renversent les Aghlabides en 909. Et au début, ils vont tolérer les Juifs. C'est pas comme à l'époque des Aghlabides, c'est un petit peu plus dur, mais ça se passe pas trop mal. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais revenir maintenant sur Kérouan. Ça, c'est vraiment un chapitre très important. Alors, Kérouan, je vous l'ai dit, a été fondé en 670 par le général Okba ibn Nafi. C'est d'ailleurs le même qui combattra plus tard la Qaïna. C'est à la même époque, un tout petit peu plus tard. L'histoire de la Qaïna, nous l'avons déjà vu, on en a déjà parlé. Et donc, c'est le même qui va combattre la Qaïna. Et il fonde Kérouan essentiellement au départ comme une base militaire pour conquérir le Maghreb. Mais alors, on peut tout de suite se poser la question, pourquoi avoir construit Kérouan, non pas en bord de mer, pour que les bateaux puissent accoster, pour qu'ils viennent par tous les moyens, les musulmans? Eh bien, tout simplement parce que, en étant construit à l'intérieur des terres, justement, les navires, la marine byzantine ne pouvait pas les atteindre. Et donc, Kérouan est construit dans un endroit improbable, tout à fait inhospitalier, mais très bien pensé sur le plan militaire, c'est à l'abri. Et puis autre chose, Kérouan se trouve sur des routes commerciales. Alors, c'est rien au départ, puisque ça a été créé ex nihilo à partir de rien, mais va être un jalon sur les routes commerciales. Bien. Alors, Kérouan devient un centre religieux musulman majeur pour toute l'Afrique du Nord. Et Kérouan va diffuser la pensée musulmane dans tout le Maghreb. C'est donc un centre très important, à telle enseigne que jusqu'à aujourd'hui, Kérouan est la quatrième ville sainte de l'islam. Je vais vous dire la notoriété de cette ville qui est très importante. On a Médine, la Mecque, Jérusalem et Kérouan. Voilà. Et on va y construire cette fameuse grande mosquée, mais encore beaucoup d'autres. On développe toutes les institutions de l'islam, des écoles, des tribunaux, des mosquées, des bains.
l'influence de Kérouan se fera sentir dans tout le Maghreb et elle sera donc capitale de l'Ifriqiya, de toute la région. C'est une ville prospère, il y a de l'agriculture, il y a du commerce transsaharien, on vient d'en parler tout à l'heure, et ça c'est un commerce qui est extrêmement lucratif, et de l'artisanat. Et Kérouan connaît un extraordinaire développement urbain. On va y construire des murs. Vous savez, les murs d'enceinte d'une ville, c'est pas rien. Ce sont des gros, de lourds investissements. On y construit des murs, des hôpitaux, des aqueducs, vous voyez l'état d'avancement, des mosquées, des bibliothèques. Et tout cet ensemble, aujourd'hui, je crois que c'est toute la ville de Kérouan qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. C'est donc une ville vraiment très, très développée à l'époque. C'est la ville sainte de l'Afrique du Nord. Oui, mais bon, on va parler de l'islam, ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on veut raconter. Qu'est-ce qu'il en est des Juifs dans cette ville de Kérouan? Eh bien, figurez-vous que Kérouan, c'est l'âge d'or de la communauté juive d'Afrique du Nord. Véritablement l'âge d'or. Ce qui est un peu malheureux, c'est que ça ne durera pas très longtemps. Ça va durer environ 150 ans, 170 ans, jusqu'à ce qu'arrivent, mais ça je ne vous le raconterai pas maintenant, des musulmans intégristes. On retrouve exactement les mêmes schémas qu'aujourd'hui, qui n'ont qu'une chose en tête, c'est tout détruire. Voilà. Au lieu de construire, c'est tout détruire. On a les mêmes schémas. On a eu la même chose en Espagne. On avait les Omeyyades au début, c'est ce qu'on a appelé l'âge d'or espagnol, même s'il n'était pas tout à fait d'or, il était au moins d'argent, avec des relations entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Tout ça, c'était très bien. Et puis sont venus les, les Abbassides, que tu n'es pas content du tout. C'était trop laxiste. Et puis très rapidement, ils ont pris goût à la bonne vie d'Espagne. Arrivent les Almohades, c'est le Daesh de l'époque, c'est le Hamas de l'époque, qui n'a qu'une chose en tête, c'est tout détruire. Voilà, c'est tout ça. Tout détruire au nom d'un islam complètement dévoyé. On a déjà le même phénomène, mais je ne vous en parlerai pas maintenant. Donc, c'est une histoire qui va durer 150, 170 ans, mais qui est fondamentale dans l'histoire du judaïsme d'Afrique du Nord, du judaïsme séfarade, au sens propre du terme, c'était le judaïsme d'Espagne, et de tout le judaïsme de l'hémisphère nord, si vous voulez. Alors, ils sont là, nous l'avons vu, dès le début. D'où est-ce qu'ils viennent, ces Juifs qui s'installent à Kérouan? Ben, une partie vient de Carthage et l'autre partie vient d'Italie. L'Italie, c'est pas très loin de la Tunisie, hein. Il y a un petit bras de mer à traverser, et puis on y est. Sous les Aghlabides, la communauté se développe notamment avec la création, on n'en avait pas jusque-là, création d'une grande yeshiva. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les Aghlabides étaient particulièrement tolérants. Alors, d'un côté, ils sont tolérants avec les Juifs, et c'est aussi eux qui vont faire de Kérouan un centre spirituel musulman, avec le développement de la grande mosquée et d'autres mosquées. Donc voilà, c'est à cette époque-là que va être créée une yeshiva à Kérouan, et Kérouan deviendra un centre majeur du judaïsme avec des influences sur tout le Maghreb, l'Espagne, l'Égypte, l'Italie. Et de là, évidemment, ça remontera plus haut. Il y a beaucoup de relations à Kérouan parce que, comme c'est un centre de savoir, notamment par le truchement de l'université de la mosquée, on y trouve des Grecs, des Latins, des Juifs, des Berbères, des Arabes. Toute cette population est brassée, mélangée, discute, échange ses savoirs et s'enrichissent les uns les autres. Et les Juifs sont très impliqués dans plusieurs domaines, notamment la médecine, les savoirs scientifiques de toutes sortes et la philosophie. Et puis, rapidement, sous les Fatimides, c'est 902-972, donc 70 ans, la ville va perdre son statut politique, mais reste un centre spirituel important pour les sunnites et pour les juifs. Et c'est donc toujours encore cette quatrième ville de l'islam.
Et puis viendra une autre dynastie qui s'appelle les Zirides. Ça va pas durer très longtemps non plus, 80 ans, de 972 à 1057. Et sous leur règne, la présence de non-musulmans est interdite à Kérouan. 972-1057. Et après, ben, Kérouan, pour les Juifs, c'est terminé. Ils vont être expulsés. On va revenir sur tout ça, bien sûr. Ils vont être expulsés et ne reviendront qu'à l'époque moderne. Et Kérouan ne retrouvera jamais son statut de centre spirituel du judaïsme. Mais c'est pas très grave, parce qu'entre-temps, ils auront passé le relais. C'est pour ça que c'est tellement important, Kérouan, et c'est ce qu'on va raconter maintenant. Donc, les Juifs reviendront à l'époque moderne, je vous l'ai dit, mais entre le 9e et le 11e siècle, donc les Aghlabides et les Fatimides, c'est l'apogée d'un des plus grands centres juifs mondiaux. La communauté juive à cette époque-là est totalement autonome en Tunisie, avec son administration, sa justice, son culte évidemment, ses synagogues. Dès le 9e siècle, tout début du 10e, grosso modo l'an 900 pour faire simple, on y crée donc une yeshiva qui va rivaliser avec Soura et Pumbedita. Ah, ça c'est très intéressant, parce que Soura et Pumbedita sont les deux grands yeshivot de Bavel, de Babylonie, qui ont produit le Talmud Bavli, évidemment, et qui ont été le phare du judaïsme depuis depuis la destruction du deuxième temple. Déjà, après la destruction du premier temple, il y avait une communauté juive en Babylonie. Elle devient vraiment conséquente et importante après la destruction du deuxième temple, et elle sera le phare du judaïsme mondial jusqu'à l'époque dont nous parlons. Allez, c'est ce qui est intéressant là-dedans, et je mettrai encore une fois l'accent là-dessus. Au moment où Bavel s'éteint doucement, parce que Bavel, contrairement à Kérouan, qui brutalement en 1057, il n'y a plus de juifs, c'est terminé, Bavel, ça ne se passe pas comme ça. Ça décline doucement, doucement, de plus en plus. Des gens partent, des rabbins partent. Là, il y en a beaucoup qui partent en Espagne. Il y en a qui partent à Kérouan, en Égypte. Et petit à petit, cette communauté va mourir. En tout cas, elle perdra son statut de phare. Mais le relais est pris. Le relais véritablement sera pris par l'Espagne, évidemment, mais Kérouan est un stade important, une porte importante, un relais important de cette transmission de la pensée des Chachamim de Bavel. Alors, voilà, Kérouan fait le lien entre l'Orient, Bavel, et l'Occident juif. C'est véritablement le lien, le pont, le passage. Elle sert de vecteur au savoir de Babylone vers les Juifs du Maghreb, d'Espagne et d'Europe. Vous voyez que là, c'est vraiment très intéressant. On est au tournant du Xe siècle, là, au début début du Xe, et on voit comme les choses se mettent en place. C'est une très grande leçon pour nous, peuple juif. On passe actuellement une époque vraiment tellement particulière et difficile. Comment les relais sont pris? Jamais, jamais la lumière de la Torah, la lumière de l'étude, la lumière du judaïsme s'est éteinte. Si elle s'éteignait quelque part, elle se rallumait ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est tout l'intérêt de l'histoire juive. Alors, nous avons vu que l'Espagne avait pris le relais de Babel. Donc, il y a deux sources qui vont alimenter l'Espagne. Babel directement. Nous l'avons vu quand on a parlé de l'Espagne, qu'il y avait des Chachamim. Ils partaient de Babel avec un ou deux exemplaires du Talmud. N'oubliez pas qu'à l'époque, tout est manuscrit. Ils arrivaient en Espagne. En Espagne, on recopiait le Talmud. On en faisait plusieurs exemplaires. Et pendant ce temps, ces rabbins, ils venaient aussi chercher de l'argent pour les yeshivot, ces rabbins enseignaient le Talmud. On ne savait pas. C'est un livre nouveau en Espagne. Ils enseignaient le Talmud. Et quand on l'avait recopié, ils poursuivaient plus loin. Et ils sont arrivés comme ça jusqu'à Rouen. À Rouen,
La sublime demeure qui a été découverte il y a quelques années était une yeshiva à Rouen où ces gens de Bavel arrivaient avec un exemplaire du Talmud et l'enseignaient aux Juifs d'Angleterre. Alors, ils venaient d'Angleterre, ils recopiaient le texte et repartaient vers l'Angleterre. Donc, c'était une source de transmission du Talmud de Bavel vers l'Europe. La deuxième source de transmission, c'est Kérouan. Voilà, avec des nuances que nous allons voir. Alors, Kérouan est le cœur d'un réseau communautaire et intellectuel, commercial pardon, et intellectuel entre Bavel, Le Caire, Fostat, El Andalus, l'Andalousie, donc l'Espagne, le Yémen et l'Inde. Alors l'Inde, via les Radhanites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé des Radhanites, qui étaient ces juifs de la vallée du Rhône, Rhodaniens, Radhanites, c'est le même mot. Ce sont des juifs qui ont assuré le commerce entre la chrétienté et l'islam à l'époque où ils étaient tout le temps en guerre, ça n'a pas changé d'ailleurs, et ce sont ces juifs qui assuraient les échanges entre les chrétiens et les musulmans. Business, il doit continuer, dans tous les cas de figure. Ça a été la fonction des Radhanites au 9e, 10e, 11e, 12e siècle. Eh bien, ces mêmes Radhanites vont assurer le commerce entre la Tunisie et les Indes. La Geniza, on y revient encore une fois, regorge de documents, des manuscrits, des tchouvot qui émanent de cette yeshiva, des informations sur le monde juif, sur le commerce, des contrats qui ont été signés, toutes sortes de documents qui attestent de cette vie extrêmement active. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1057, les Irides expulsent les Juifs et les chrétiens. À où est-ce qu'ils vont aller? Ils sont expulsés de Kérouan. C'est Kérouan qui est prise par les Irides. Ils partiront à Gabès. Donc Gabès, c'est plus vers le sud de la Tunisie, vers Tunis, vers Djerba, pardon, vers l'Égypte, la Sicile, c'est pas très loin, et l'Espagne. Ah oui, mais quand ils partent en Sicile et en Espagne, ils emmènent une petite valise de savoir. Et ce sont des rabbins de cette yeshiva de Kérouan qui vont partir avec leurs connaissances, leurs livres, leurs manuscrits, leurs tchouvot, etc. Et c'est comme ça qu'une partie du savoir en Espagne sera transmise. La yeshiva, évidemment, ne se relèvera pas de cette expulsion. Les textes rabbiniques postérieurs, après l'histoire de Kérouan et de la Tunisie, parlent avec énormément de respect de Kérouan, et des ouvrages qui sont parus là-bas sont encore étudiés aujourd'hui. Alors, on va creuser un petit peu cette affaire-là, et notamment les ouvrages de Hananel Ben Hushiel et Nissim Gaon. Et je dois remercier mon ami Yitzhak, qui m'a rendu attentif à l'existence de ces rabbinim, et il y en a d'autres encore, et nous allons en parler. Je voudrais maintenant, avant de parler des rabbinim de Kérouan, vous parler d'un personnage, alors tout à fait hors norme. Il vit à Kérouan, évidemment, il s'appelle Yitzhak Israéli ben Salomon, dit Isaac Israéli, le médecin. C'est pas vraiment un rave, hein. C'est un médecin. Ces dates, c'est grosso modo, on ne sait pas exactement, entre 850, sa naissance, et 950, son décès, à quelques années près, hein. On n'a pas les dates exactes. Il est né à Kérouan, il est médecin, philosophe, il a étudié les sciences naturelles et la théologie juive. Il vit à l'époque des Aghlabides, donc cette dynastie très tolérante. Et ensuite, au début des Fatimides, mais ça se passe très bien sans problème. Il est d'ailleurs médecin à la cour des Fatimides, dire la notoriété qu'il avait, et il diffusera les savoirs médicaux gréco-arabes. Alors, grecs qui ne sont pas très importants, la médecine arabe, par contre, était relativement développée. Mais lui, il va aller beaucoup plus loin et on le considère comme le père de la médecine judéo-arabe. Et vous allez voir pourquoi. Il a écrit des traités en arabe,
évidemment. Et ces traités seront traduits en latin et utilisés dans les universités d'Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On est là au IXe siècle. Imaginez-vous, voilà un médecin qui a écrit des traités qui sont restés pertinents, c'est-à-dire que leur savoir n'a pas été dépassé jusqu'au XVIIe siècle, presque un millénaire. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc un homme très intelligent qui a poussé très très loin ses recherches. Et donc on utilise ces savoirs dans les universités européennes et dans l'apprentissage de la médecine. Et l'intégralité de ces œuvres sera reprise dans le livre de la médecine qui fait référence pour tout le monde médiéval, qui s'appelle Articella. C'est un recueil, ce n'est pas un livre, c'est plusieurs manuels de médecine qui sont à la base des études médicales dans toute l'Europe médiévale. Et donc l'intégralité de l'œuvre de Yitzhak Israéli est reprise dans ce Articella. Ce livre est édité à Salerne pour vous dire que le personnage était important. Il vit au IXe siècle. C'est au XIIe siècle qu'on édite à Salerne le Articella. C'est donc reconnaître là vraiment la notoriété de cet homme et qui va perdurer jusqu'au XVIIe siècle. Si je ne me trompe pas, le professeur Sami Kotek a écrit un bouquin sur Yitzhak Israéli, avec Sami Kotek est un spécialiste de la recherche de l'archéologie médicale juive, et il a fait plein de recherches dans ce domaine-là. Je ne peux pas l'approfondir parce qu'il faut être médecin pour comprendre le contenu de ses livres, mais il a trouvé beaucoup, beaucoup de choses et montré l'importance de la médecine juive ancienne. Alors, les œuvres médicales qu'il a écrites sont les suivantes. Il a écrit un livre des fièvres, c'est quelque chose de classique, un livre des simples médicaments, les simples ce sont des plantes, un livre de l'urine, c'était un moyen au Moyen Âge évidemment de constater des maladies, et puis un livre de médecine générale. Mais c'est pas que ça. Il a été également le premier philosophe juif à intégrer la pensée néoplatonicienne et la Grèce antique au judaïsme. Alors, je vous expliquerai ça peut-être pas ce soir, rapidement sur ce que c'est que la pensée néoplatonicienne, mais grosso modo, elle fait référence à un être supérieur. Alors, évidemment défini par Plotin, c'est lui le père de la pensée néoplatonicienne, qui a défini cette idée d'un être supérieur qui anime le monde. Et il n'est pas tombé quand même dans le monothéisme juif, pas tout à fait, mais Yitzhak Israéli essaye de créer des ponts, des liens entre cette philosophie qui se développe et le judaïsme. La philosophie d'ailleurs de Yitzhak Israéli a influencé des personnages importants tels que Saadia Gaon. Saadia Gaon, c'est le Xe siècle, milieu du Xe siècle. Baya Ibn Pakuda, on en a beaucoup parlé quand on a parlé de l'Espagne. Salomon Ibn Gabirol, pareil. Donc des sommités philosophiques, théologiques et juives de l'Espagne, et même Rambam. D'ailleurs, Kérouan va avoir une influence déterminante sur la pensée de Rambam, Maïmonide. Cela dit, Maïmonide le critique par endroits. Il n'est pas toujours d'accord non plus avec Yitzhak Israéli, mais c'est le rôle des intellectuels de n'être pas toujours d'accord. Il a aussi écrit des œuvres philosophiques. Vous vous rendez compte quand même à l'époque, tout ce qu'il a produit, c'est impressionnant. Il faut essayer de se remettre dans la cité. Il n'y a pas d'Internet où on va chercher ce qu'on sait déjà. Il faut tout apprendre. Et cette production est absolument fabuleuse dans la philosophie, dans la médecine, dans toutes sortes de domaines. Alors, 3 œuvres philosophiques, le livre de l'esprit et de l'âme, Sefer HaRuach VaNefesh, le livre de l'esprit et de l'âme, sont des domaines de réflexion puissants, profonds, difficiles.
Le livre des éléments, Sefer HaYesodot, les éléments, les secrets, et le livre de la substantifique vérité. Alors, ce livre-là a été traduit en latin parce que des penseurs, des théologiens chrétiens ont voulu s'emparer de cette œuvre, ils l'ont absolument déformé, mais enfin pour savoir que ça a été traduit. Et de quoi il parle dans ces bouquins? Eh bien, de choses extrêmement élevées. Nous sommes au IXe siècle. La nature de l'âme, la création du monde, les 4 éléments constitutifs de l'univers, l'unité de Dieu et l'immortalité de l'âme. C'est quand même pas des sujets très faciles, là. Ce sont des sujets qu'on a abordés beaucoup plus tard. On en a d'ailleurs parlé avec des gens comme Luzzatto, mais ça c'est beaucoup plus tardif, c'est au 19e, 18e. Là, on est au 9e siècle. Ils abordent des problèmes, des problématiques extrêmement complexes. Et il va plus loin. Il a essayé de concilier la raison philosophique, donc la rationalité, avec la foi juive. Et la foi, par définition, c'est irrationnel. Il a essayé de concilier les deux. Ce qui, en fait un précurseur de la philosophie juive rationnelle. La philosophie juive rationnelle consiste justement à amener à la foi, mais par un raisonnement logique, non pas en se basant sur simplement une croyance, mais en déterminant cette croyance, en l'expliquant, en la rationalisant. Ce n'est pas vraiment une démarche très, très simple. C'est une figure de la tradition judéo-arabo-latine, puisque je vous ai dit que Carohan, c'est un véritable brassage de population. C'est un médecin traduit dès le Xe siècle, notamment par Constantin l'Africain, XIe siècle, pardon. Et Constantin l'Africain, sa traduction a été utilisée par l'école de Salerne, qui a produit le Articella, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il a produit finalement une pensée d'une piété rationnelle qui sera aboutie avec le Moreh Nevuchim de Rambam, qui sera l'aboutissement à la perfection de cette pensée initiée par Yitzhak Israéli. Il était très estimé, tant par les Juifs que par les chrétiens et les musulmans, parce qu'il y a une approche de tolérance et d'ouverture, etc. Et je vous donnerai une citation, écoutez, parce qu'elle est vraiment puissante. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Jusque-là, ça va, c'est pas très difficile. Mais la perfection de la sagesse est la connaissance de soi. Je reprends. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu, mais la perfection de la sagesse est la connaissance de soi. Vous me ferez un devoir de philosophie là-dessus, ça n'est pas très facile. Voilà. Alors je crois que je vais m'arrêter là ce soir parce que je vous ai vraiment bourré la tête avec beaucoup de choses. Et la prochaine fois, on va continuer une formidable galerie de portraits. Finalement, faire des portraits comme ça nous montre très bien une époque. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la densité de personnages de haut niveau qu'on va trouver à Kérouan sur un gros siècle. C'est tout à fait impressionnant. Voilà. Si vous avez des questions et que je sais y répondre, c'est bien, mais je ne vous garantis rien. Il faut ouvrir les micros. Il faut ouvrir les micros et je suis à votre disposition. Parce qu'il n'est pas là. Voilà, il faut ouvrir vos micros si vous voulez parler. Ça va? C'est pas trop difficile? Bon, pas de questions. Nicole, tu n'as pas de questions? Non? Bon.
Si vous voulez parler, il faut ouvrir vos micros. Oui, mais il n'est pas là pour ouvrir les micros. Ah, eh ben, il faut que Johan y soit là. Ah, d'accord. Micro fermé, impossible. Il y a quelqu'un. Ah oui, d'accord. Attends, je vais l'appeler. Alors, attendez, on va appeler Johan pour qu'il nous ouvre la porte. Surtout qu'on va parler de Sefer HaMafteach, le livre de la clé. Ce serait bien, là. Attendez un instant. Ma femme essaye de joindre le grand chef. Il répond. Mais on ne peut pas ouvrir les micros soi-même? Ah si, en principe. Théoriquement, on peut l'ouvrir soi-même. Ouais, je peux pas. Il y a des crochets. Bon, vous n'arrivez pas à ouvrir vos micros? Non, c'est bloqué. Ah, c'est bloqué. J'ai essayé, mais je ne sais pas faire. On va voir la prochaine fois, on va commencer par parler de gens qu'on ne connaît pas. Je peux vous l'effleurer un petit peu, en attendant que peut-être on nous ouvre le micro, tout simplement. Avant, c'est Rabbanim de Keren. Pour débloquer les micros, eh ben, je ne sais pas comment. Moi, je dois débloquer les micros? Ah Mais voilà, bon, c'est fait, ça y est, c'est bon. voilà. Bon, alors je vous écoute. Il n'y a pas un barrage à Kérouan très connu? Et il y a plein de choses à Kérouan. Il y a d'abord plusieurs mosquées, il y a des hôpitaux, il y a Et des aqueducs. Je ne sais ah, pas c'est si un un barrage, c'est aqueduc. possible. Moi, je ne connais Voilà, pas. c'est ça. Merci. Mais Oui, ils c'est ont ça. construit plusieurs aqueducs et c'était pas mal à l'époque. Une belle chanson sur Kérouan aussi. Ah ben, j'imagine que En quelle langue? les Juifs de Tunisie doivent savoir beaucoup de petites histoires sur la Le, Tunisie. le chant en quelle langue? Pardon? J'ai entendu qu'il y a un très joli chant. Ben, je suppose en judéo-arabe ou en arabe. En Je sais français. pas. Judéo-arabe, probablement. Probablement, oui. C'est Jean Sablon qui avait écrit qui avait chanté sur Kérouan. Oui, c'est vrai. Ah oui? Voilà. Ouais. Exact. Ah, il y a fait. Bon, en tous les Je cas, voulais dire que Djerba, on a toujours parlé de Djerba comme étant Prosdor Yerushalayim. Oui, oui. Mais bon, encore une fois, on a beaucoup parlé de Djerba la dernière fois. Il y a beaucoup, beaucoup de légendes qui tournent autour Ouais. de Djerba et de récits mythologiques et qui sont très beaux et qui font une culture et qui font une histoire. il Ouais. faut Mais ça n'est pas forcément une histoire vraie. Si tu peux. Et les musulmans, Tu à peux. Djerba, les musulmans, ils peuvent jurer sur la tête de leur père, de leur mère, de n'importe qui, ils peuvent mentir. Mais s'ils jurent sur la riba, on peut les croire. Oh là Ah oui, là. ça c'est très intéressant. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Et j'avais dit que c'est un lieu saint pour les musulmans, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Mais Bon, c'est joli de nous raconter ces histoires-là parce que ça, je ne les connais pas. Il j'arrive faut pas. avoir habité la Tunisie pour connaître ces Non, traditions qui se transmettaient. Oui, c'est mute, moi. Syracuse. Pardon? Il y a encore des questions? Ouais, ben, Georges, Oui. ouais, ben, en tous les cas, c'est très impressionnant parce que cette histoire de Kerouan n'était pas, je ne connaissais pas, et surtout ce monsieur Yitzhak Israéli. Non, ouais, moi non plus. Ah oui, Extraordinaire. ce gars, je le connais depuis bien longtemps et c'est vraiment un personnage tout à fait fascinant, fascinant. Mais il y en a d'autres. Vous allez voir, il y a d'autres personnages. Il y a Dounash, par exemple, dont on parlera. Parce que Rav Rouchiel, c'est quelqu'un de connu. Voilà, il est Rosh Shiva, il a transmis, il a fait énormément, et son fils aussi, Rav Hananel. Mais ce sont des rabbinim traditionnels. Mais on a trouvé à Kérouan, justement, ces gens qui
qui ont cumulé un savoir juif, mais un savoir scientifique, une ouverture, une rationalité. Et ça, ce sont vraiment des personnages tout à fait fascinants. Il y en a un autre qui s'appelle Donolo, alors, il a jamais été habité à Kérouan, mais il est complètement inspiré et influencé par l'enseignement de Kérouan, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, et Donolo a écrit des choses absolument magnifiques, magnifiques. Donc voilà, mais ça, on en parlera la prochaine fois. C'est vraiment, c'est une galerie de portraits, mais parce que Kérouan, c'est véritablement un pont, un passage, une inflexion dans la diffusion du judaïsme vers le monde occidental. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et Kérouan s'est développé en même temps que le Babel commençait à baisser. Ah oui. Et c'est vers la fin de Babel que l'Espagne s'est vraiment développée par des gens de Babel et par des gens de Kérouan qui y sont arrivés après 1057. Voilà. C'est magnifique, je trouve, c'est mon point de vue, hein, et puis ça me passionne, alors vous ne serez pas étonné, mais moi je suis toujours stupéfait et admiratif comment le judaïsme s'est adapté à des situations, s'est véhiculé, s'est transporté ailleurs pour perdurer, pour continuer, quelle que soit la situation, et je trouve ça absolument extraordinaire. Et là, on est à une époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien comme ça, et pourtant on arrive à transmettre. C'est la force des érudits juifs, c'est la force. Mais oui, je suis d'accord, mais ça n'en reste pas moins impressionnant. Impressionnant. Ça continue, hein. Ça continue, absolument. Et je trouve que c'est ça la beauté de notre peuple, c'est que, quelle que soit la situation, on arrive à rebondir. Parfois, les prix sont très élevés, mais on rebondit. Et je trouve ça absolument fabuleux, fabuleux. M'entendez-vous? Oui, Bonsoir, Shalom. Merci pour cette excellente conférence. J'ai écrit des questions, mais je ne sais pas si vous les voyez. Est-ce que je suis... non, là, je ne suis pas doué hein, pour ça. Mais donnez-les-moi vos questions. Et qui est-ce qui est au téléphone là? Monsieur Maslia. Martilla. Matzliach. Matzliach, oui. Abraham Matzliach. Ok, alors on vous écoute. Je demandais à quel moment le soufisme est apparu et comment est-ce qu'il s'est inséré auprès du judaïsme et quelle était sa dimension favorable ou C'est plus tardif, le soufisme. c'est plus tardif. C'est plus tardif, oui, oui. C'est plus tardif. Je crois que c'est au XIVe siècle, il me semble, mais je vous répondrai quand on y sera. Mais c'est plus tardif. Et deuxièmement, est-ce que Israéli a-t-il été le maître à penser de Maïmonide? Israéli a été le premier, avec Dounash, à commencer à poser l'idée d'une rationalité dans la théologie, dans la philosophie juive. Et donc, il n'est pas allé tout à fait au terme de la réflexion, il est allé au terme de sa réflexion au IXe siècle, mais c'est sa première réflexion qui a influencé fortement Rambam, donc Maïmonide, et qui est allé au terme de cette réflexion. Alors oui, tout à fait, il a influencé Rambam, et nous verrons d'ailleurs que d'autres sommités, comme le Rif par exemple, Rav Alfassi, ont été aussi fortement influencés, alors là, par la yeshiva de Kérouan, mais à ce sujet-là, à propos de la yeshiva de Kérouan, on verra que Rav Ushiel, qui a été formé à Soura et Pumpedita, a ramené à Kérouan la formation qu'il a eue dans les yeshivot de Bavel, mais ensuite, il a fait évoluer la manière d'enseigner le Talmud et d'une façon très intéressante en essayant de simplifier les choses, encore une fois, de les rationaliser et de les ordonner. Et ça, on en parlera la prochaine fois. Merci, j'ai été très intéressé d'apprendre tout ce que vous nous avez dit sur Kérouan et j'ignorais tout, je vous l'avoue. Mais c'est pour ça qu'on écoute quelque chose. Moi aussi, j'ignorais beaucoup, j'ai aussi appris. Personne ne naît avec la science infuse. Merci, merci à vous. Merci beaucoup à vous et à la prochaine fois dans 15 jours. Avec plaisir. D'accord. Avec plaisir.
Merci, merci. Eh bien, je vous souhaite alors, s'il n'y a plus de questions, de bonnes semaines à venir. Merci, Amen. Laure. Merci à vous. Merci, merci. Merci beaucoup. Très intéressant. À très Merci. bientôt. À bientôt. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. merci Rav. Au תודה plaisir. רבה. תודה רבה. תודה רבה. Da, 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 da. Voilà quoi, le costume de monsieur. Vous pouvez encore envoyer un message à Stéphanie. Oui, je vais le faire. Bonsoir, Paula. Kailatov. Allez, la tov à tout le monde. À bientôt.